régulièrement les mains. Portez un masque. Gardez 1,50 m de distance. Limitez-vous à un contact rapproché. Pensez aux personnes vulnérables. Travaillez à domicile. Goedemiddag, zoals jullie weten is er vrijdag een overlegcomité. En op een moment als dit stellen zich zeer veel vragen. Zeer veel stellen zich de vraag, ja, wat is eigenlijk de situatie waarin we ons bevinden? Is die gunstig of is die onveilig? Er zijn ook zeer veel vragen die zich stellen over, ja, wat zijn maatregelen die men zou kunnen nemen en wat zou daar potentieel de impact kunnen van zijn. Et donc je pense qu'un moment comme celui-ci, c'est le bon moment d'apporter un peu de sérénité, de regarder la réalité, les chiffres, et de faire une analyse scientifique. C'est pour ça qu'on a demandé à nos experts de déjà maintenant montrer une analyse honnête de la situation dans laquelle on se trouve, et d'aussi montrer des scénarios et l'impact des scénarios si on prend certaines décisions. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est expliquer d'une manière rationnelle quelle est la situation. Het is zeer duidelijk dat de beslissingen die eventueel zouden genomen worden, dat zijn politieke beslissingen en die politieke beslissingen die worden genomen door de regeringen samen op het overlegcomité van vrijdag. Zoals we de gewoonte hebben, zou ik aan meneer Van Gucht en Van Latem de gelegenheid geven om de epidemiologische toestand aan jullie voor te stellen. Die zal iets uitgebreider zijn dan wat gewoonlijk gebeurt. En daarna zullen we vragen aan de modelers om te tonen welke de verschillende scenario's zijn die men in nieuwe modellen heeft geplaatst. Meneer Van Gucht. Dank u wel, premier. Dus zoals meneer de premier gezegd heeft, gaan Yves en ik het eerst hebben over waar we precies vandaan komen en waar we nu staan, het nu. Waarna mijn collega's modelleerders iets gaan zeggen over de scenario's voor de toekomst. Ik ga eens kijken. Wacht. Ja, oké, in orde. Dat is het verloop van de epidemiologische curve sinds september, oktober. Zoals u kan zien hebben wij een heel hoge tweede golf gehad in die periode van oktober. En sindsdien hebben wij sinds de maand november een vrij stabiele periode gekend, waarbij de curve heel vlak is gebleven. Dat is niet vanzelfsprekend. We zitten sinds november aan 2000 tot 2500 besmettingen per dag. Van de vastgestelde besmettingen belanden er 6% in het ziekenhuis. En van alle mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis belanden er zo'n 19% op intensieve zorgen. Nu, het feit dat die curve zo vlak is een heel bijzonder gegeven, want dat is niet de natuurlijke gang van zaken. De aard van zo'n virus is om explosief te stijgen, om exponentieel te groeien. Zeker wanneer je in een populatie zit en met een bevolking waar nog geen groepsimmuniteit is. Het feit dat die curve plat is, kan je maar op één manier verklaren. Dat is doordat daar een zeker evenwicht is met de maatregelen die er genomen zijn. Dus die maatregelen voeren continu een soort tegendruk uit, waardoor die curve stabiel blijft. Als je kijkt naar de ziekenhuisbelasting, waar staan we momenteel? Wel, opnieuw sinds begin dit jaar zo'n 100 tot 150 ziekenhuisopnames per dag. Opnieuw vrij stabiel gegeven. Dat is een pak lager dan die piek van de tweede golf en ook de piek in de eerste golf. Maar toch nog altijd een stuk hoger dan wat we gekend hebben in het begin van de zomer. Periode juni, juli zaten we op een gegeven moment aan een 10-tal opnames per dag. We zitten daar dus ruim met een factor 10 boven. De belasting van de ziekenhuizen die blijft nog altijd relatief hoog. We mogen ook niet vergeten, 6% van de bevestigde besmettingen komen in het ziekenhuis terecht. Dat wil zeggen dat 94% van de mensen met symptomen daar niet terechtkomen. En velen van ons kennen wel zo iemand die mild of matig is ziek geworden, geneest na 1 of 2 weken. Gelukkig is dat voor het merendeel van de mensen het geval. Maar het feit dat dat voor 6% niet het geval is iets wat we niet mogen minimaliseren. Dat is nog altijd heel veel. Dat betekent dat zodra die besmettingsdruk stijgt, je dat heel snel gaat voelen in de ziekenhuizen. 6% is relatief veel.
Als je kijkt dan naar onze intensieve zorgen, hoe is de situatie daar? Wel, dan zie je daar dat we daar ook met een lange staart zitten na die tweede golf. Momenteel liggen daar 329 mensen op intensieve zorgen. Dat is de voorbije week zelfs licht gestegen. Dat is voor het eerst sinds november dat we terug een lichte stijging zien op intensieve zorgen. Dat wil opnieuw ook zeggen dat we die bodem momenteel bereikt hebben. Als je dat ook vergelijkt met de periode tussen de twee golven door, juni, juli, toen zaten we ergens tussen de 25 en de 50 patiënten op intensieve zorgen. Dus ook daar zit je met een factor 10 meer patiënten nog altijd in de ziekenhuizen. En dat is opnieuw niet te verwaarlozen. Het blijft een vrij hoog plateau met zekere risico's als je van daaruit weer gaat stijgen. België heeft het desalniettemin toch opvallend goed gedaan sinds die tweede golf. We hebben 2 heel zware eerste golven gehad. Daar waren we zeker bij de slechtste leerlingen van Europa, maar sindsdien doen we het wel vrij goed. Even terugkeren. Ja. En dat kan je onder andere ook zien als je nu kijkt naar de overlijdensstatistieken. We hebben in die eerste en die tweede golf heel veel overlijdens te betreuren gehad. We waren daar top van Europa, misschien zelfs top van de wereld. Maar sindsdien is ook dat sterk gestabiliseerd. Als je ons vergelijkt met onze buurlanden of met een aantal andere Europese landen die correcte oversterftestatistieken rapporteren, en dat zijn op de kaart dat zijn de landen die een kleurtje hebben, de volledig witte landen die rapporteren niets aan Europa. Dus daarvan weten we het niet precies. Maar we zien dat we sinds begin januari merkelijk minder overlijdens hebben dan bijvoorbeeld onze buurlanden. Ook als je dat berekent per miljoen inwoners. We zitten momenteel aan een 40-tal overlijdens per dag. Opnieuw, dat is niet niks, maar dat is toch een heel pak minder dan in vergelijking met die tweede golf en eerste golf. Nog altijd hoger dan in de zomerperiode, weliswaar. Maar het illustreert wel, als je die besmettingen onder controle houdt en die belasting van je ziekenhuis onder controle houdt, dat je ook een grote impact hebt op de mensenlevens en dat je overlijdens kan vermijden. Zoals ik al zei, het blijft natuurlijk een fragiele situatie, want we zitten nog altijd ver van een populatie-immuniteit. Dit zijn de laatste gegevens die ook kunnen geconsulteerd worden op onze website. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de gezondheidswerkers, volgens de laatste meting had 24% antistoffen. Dat is niet niks, dat helpt ons al een beetje. Maar dat is nog altijd ruim onvoldoende om te kunnen vertrouwen op een zekere groepsimmuniteit. Er is nog meer dan ruimte genoeg, er zijn nog meer dan gevoelige mensen genoeg om een explosieve stijging in het aantal besmettingen te zien. Dit helpt, maar het is onvoldoende. Ook de vaccinatiegraad momenteel, zoals u weet, dat gaat traag vooruit. Daar kunnen we niet aan doen. Dat is omdat de vaccins nog traag geleverd worden. Dat gaat versnellen natuurlijk. Maar daar hebben we nog maar 3,5% gevaccineerden voor 1 dosis en 2,3% voor 2 dosissen. Daar kunnen we op dit moment ook nog niet echt op vertrouwen. Het is belangrijk ook om te zeggen dat we desondanks die relatief stabiele situatie in België relatief milde maatregelen kennen. Als je ons vergelijkt opnieuw met het buitenland. Wat u hier ziet zijn de mobiliteitsgegevens en dat zegt iets over het soort van maatregelen en de impact van die maatregelen. In de linkerkant van die curve zie je het effect van de eerste lockdown in maart, april. En toen, gemiddeld genomen, verplaatsten de mensen zich 45% minder. Dat is het effect van die eerste lockdown. Dan in de loop van de zomer, ook in de loop van september, is die mobiliteit geleidelijk aan gestegen tot 10% minder dan normaal. En dat heeft dan ook ons de aanleiding gegeven tot die tweede golf in oktober. 10% minder mobiliteit was duidelijk wat te veel van het goede. Sinds de maatregelen die in oktober genomen zijn, is die mobiliteit min of meer stabiel gebleven, waar we nu nog altijd zitten op 20% minder dan normaal. En dat heeft tot nu toe tot dat relatief evenwicht geleid met de druk van het virus. 20% minder verplaatsingen, dat wil zeggen dat we toch een stuk meer vrijheid hebben dan die lockdownperiode in maart, april. Maar het zijn selectieve maatregelen, weliswaar zeer hard voor bepaalde sectoren, waaronder de horeca en de cultuursector. Maar op andere gebieden hebben we relatief meer vrijheid dan in heel wat andere landen. En dat is een vergelijking met een aantal andere landen, waaronder onze buurlanden, een aantal andere Europese landen. Wat is er gebeurd in de voorbije maanden?
En dan zie je linksboven de curve van België met die vlakke lijn sinds november. Als je dat vergelijkt met Nederland, daar heeft men een flinke derde golf meegemaakt. Die is men aan het afbouwen ondertussen. Ook het Verenigd Koninkrijk heeft een zeer zware derde golf, net als Ierland, Portugal, Tsjechië, nog een aantal andere landen. Het profiel van België gelijkt nog het meest op dat van Frankrijk, zij het met dat verschil dat Frankrijk weliswaar een opstoot heeft meegemaakt na de kerstperiode. En dat hebben wij niet gezien. Heeft ook weer te maken met het feit dat we zeer consistent zijn gebleven doorheen die kerstperiode. Door dezelfde maatregelen aan te houden. België is een van de weinige landen die dat gedaan heeft. Duitsland staat er ook op, omdat het een buurland is. Ze hebben vooral een langgerekte tweede golf, die ze nu ook succesvol aan het afbouwen zijn. Nu, ondanks het feit dat we relatief betere cijfers hebben of dat dat profiel van onze curve een stuk stabieler is verlopen na die tweede golf, zijn onze maatregelen een stuk milder dan in heel wat andere landen. Als je ons vergelijkt opnieuw met een aantal van onze buurlanden, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, daar heeft men contactberoepen gesloten, winkels gesloten, scholen zijn dichtgegaan. In Nederland zijn de lagere scholen ondertussen weer geopend en men denkt daar ook om het heropenen van de middelbare scholen. Maar toch uiteindelijk veel strengere maatregelen. Ook Frankrijk heeft de vroege avondklok ingevoerd, onder andere omwille van die stijging van de besmettingen na de kerstperiode. Ik kan u dan de vraag stellen, maar ja, waarom hebben zij strengere maatregelen en toch slechtere cijfers? Wel, dat is omwille van het eenvoudige principe dat eenmaal de curve begint te stijgen, dan moet je drastischer gaan ingrijpen en dan moet je die drastische maatregelen ook langer aanhouden om dat tij weer te doen keren. Dus de key is om die curve niet drastisch te laten stijgen en dan hoef je niet terug te grijpen naar die strengere maatregelen. Dat is wat die voorbeelden in het buitenland ons duidelijk leren. Als je daar rechts ziet, zie je ook nog een oplijsting van de Stringency Index. Dat is een soort van maatstaf voor de strengheid van maatregelen. En ook daar zie je dat België samen met Luxemburg op dit moment van de mildste maatregelen hanteert in Europa. Ze zijn relatief gezien mild, hard voor sommige sectoren natuurlijk, maar ik denk dat de consistentie, het feit dat we er niet aan geprutst hebben de voorbije maanden, een heel belangrijke meerwaarde heeft betekend. Om af te ronden zou ik als conclusie willen zeggen dat tot nu toe we een relatief goed evenwicht hebben gevonden tussen de druk die het virus zet en proportionele maatregelen, maar dat blijft een fragiele balans. Dit evenwicht is labiel en kan keren gemakkelijk in beide richtingen. Op dit moment is die context ook niet echt dusdanig veranderd dat je veel kan prutsen aan die maatregelen. De situatie is nu niet fundamenteel beter dan een maand geleden. Naar de toekomst toe gaat dat waarschijnlijk wel het geval zijn. We denken dan aan het feit dat de vaccinatiegraad gaat verhogen, dat de lente in aantocht is, het betere weer, het buitenleven. En dat we ook binnen enkele weken een veel beter inzicht gaan hebben op wat de precieze impact van die Britse variant zal zijn op onze cijfers en op de werkzaamheid van onze maatregelen. En hier zou ik willen afronden om het woord aan mijn collega te geven. Dank u, meneer Van Gucht. Monsieur Van Laten. Voilà, allez-y. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, comme Steven vient de vous l'expliquer, on a voulu vous présenter aujourd'hui un aperçu scientifique des données de ce qui était le passé, mais pas tellement ça, surtout ce qui est le présent. Et le futur sera présenté par les modéleurs qui vont vous montrer ce que l'on peut attendre en fonction d'un certain nombre de coordonnées. Alors, qu'est-ce qu'on a connu? Ça, c'est notre deuxième vague. Et notre deuxième vague qui, pour le moins, a été importante, puisque je vous rappelle effectivement qu'elle a touché globalement plus de personnes et qu'elle a fait plus de décès dans notre pays que la première vague. Ce virus, nous le connaissons de mieux en mieux, et on sait que lorsqu'il commence à prendre de l'importance dans la population, sa croissance est exponentielle. Cela paraît très peu de choses au départ, et en quelques jours à peu de semaines, c'est beaucoup de choses dans la population en général, mais beaucoup de choses dans les hôpitaux, et malheureusement beaucoup de choses au niveau des décès. Et donc nous avons besoin de garder un équilibre, et l'équilibre est très bien montré sur cette diapositive, puisqu'on se rend compte depuis 12 semaines maintenant que nous sommes à des taux extrêmement stables. Ils ne sont pas stables tout seuls, ce serait trop beau bien sûr, ils sont stables à cause du corset dans lequel nous vivons, et nous vivons dans un corset, mais un corset assez stable, dans lequel les liens et les lacets ne sont pas dénoués et renoués, et qui nous permettent d'avoir ce poids constant sur la tendance à la croissance exponentielle du virus, qui est très bien marqué ici. Balance entre les deux que la Belgique a réussi
à garder, mieux, je dirais, que d'autres pays. On le verra dans quelques instants. Alors, les hôpitaux, bien sûr, ne sont plus sous la pression intense où ils étaient. Nous ne sommes plus en train de nous poser la question de savoir si on va crever le plafond des lits de soins intensifs. Nous ne sommes pas du tout dans la situation des 899 admissions par jour qu'on a eu au pic de la deuxième vague, qui, je le rappelle, était plus importante que la première. Mais comme vous le voyez, le plateau sur lequel nous sommes, eh bien, il y a un petit peu l'air frais de la montagne qui est juste à côté. On n'est pas dans le creux de la vallée. On est à 100, 150 admissions par jour, ce qui n'a rien à voir avec les 10 à 50 admissions qu'on avait lorsque l'été était là, en juin et en juillet. Et donc, d'une certaine manière, on est plus proche de la montagne que de la vallée, et on y est très vite sur la montagne, malheureusement. Et donc, dans ce contexte, il faut savoir que, globalement parlant, par rapport aux personnes qui sont infectées, dans notre pays, 6% des gens sont en hospitalisation. Et 6% en hospitalisation, c'est quelque chose qui donne très vite des chiffres potentiellement impressionnants. Le problème, c'est bien sûr de ne pas saturer. Alors, les soins de santé ne sont pas saturés. Actuellement, on peut faire des interventions normales, mais il faut peu de choses pour que la situation s'inverse éventuellement à nouveau. Les soins intensifs, on l'a vu aussi, c'était le gros problème, puisque c'est là que la limitation est potentiellement la plus importante. La deuxième vague nous a marqué par un taux extrêmement important d'occupation. Et vous voyez qu'à nouveau, malgré que nous soyons redescendus à des niveaux plus raisonnables, nous traînons depuis tout un temps aux environs des 300 lits de soins intensifs occupés, avec même une certaine remontée depuis 1 à 2 semaines. Nous sommes aux environs de 320, 330 actuellement. La comparaison est facile par rapport à ce qu'on avait en juin et juillet, puisqu'on avait entre 5 et 10 fois moins à ce moment-là, aux environs de 25 à 90 lits occupés. Et là, à nouveau, c'est quelque chose qui est extrêmement important à se remémorer, parce qu'on a tendance à assimiler cette période-ci à juin-juillet. On n'est pas du tout dans les mêmes circonstances, non seulement au point de vue climatique, mais au point de vue des données épidémiologiques. Alors, ce qui est clair, c'est que la situation actuelle, même si elle est sévère, même si elle est marquée par des décès encore importants, on verra une quarantaine de décès par jour, eh bien, ce n'est pas la même situation qui se passe partout en Europe. La Belgique, vous voyez ici, au point de vue des décès, est actuellement à peu près à 40 décès par jour. C'est à nouveau, globalement parlant, nettement plus que les quelques décès, à 10 à 15 décès au maximum que l'on déplorait en juin et juillet. Mais ça n'a plus rien à voir avec des pics, bien sûr, que l'on a connus. Sur la carte qui est à côté, vous voyez la carte de l'Europe avec des pays qui ne sont pas colorés, qui sont des pays pour lesquels nous n'avons pas de statistiques fiables transmises au niveau européen. Mais pour les autres pays, essentiellement l'Europe occidentale et du Nord, vous vous rendez compte qu'il y a des couleurs qui sont différentes. Et les couleurs, plus elles sont sombres, plus la quantité de décès est importante relative au nombre d'habitants, par million d'habitants par exemple. Et vous voyez qu'à ce niveau-là, la Belgique, depuis le début de l'année, les 2 mois qui viennent de s'écouler, a globalement moins de décès que chez nos voisins. On a réussi, grâce à ce corset lacé et bien persistant, à garder une situation sous contrôle, ce que tout le monde n'a pas pu faire à ce moment-là. Il faut bien savoir que nos 21 000 et quelques décès, pratiquement 22 000 décès, bien sûr, nous ont fait parfois les titres des grands journaux, y compris américains. On a déjà longuement discuté sur la raison pour laquelle les chiffres étaient tels quels. Mais c'est en diminuant l'impact sur les hospitalisations et sur les soins intensifs qu'on a pu garder ce nombre de décès relativement limité maintenant depuis une douzaine de semaines, puisque les décès, ce sont des décès essentiellement au niveau des structures hospitalières. Est-ce qu'on peut se dire que nous avons bâti derrière nous une immunité collective suffisante pour se protéger du virus? Ce n'est pas le cas. Il n'y a d'ailleurs pas de pays qui peut vraiment dire qu'il est dans le cas. Nous voyons ici sur les données qui ont été publiées récemment que même parmi ceux qui étaient parmi les plus exposés, c'est-à-dire au niveau des soins de santé, on arrive à peu près à 24-25% de gens qui ont des anticorps, qui ont donc été en présence du virus. Si on prend la population générale, on est plus proche des 20%, effectivement. Vous savez qu'on a avancé plusieurs chiffres, on a avancé 70%, on a avancé éventuellement 80% avec les nouveaux variants, mais même si on bâtit là-dessus sur ces 20 à 25% en additionnant les personnes qui ont été immunisées, et on est actuellement en Belgique à peu près à 3,5% des personnes qui ont reçu une dose, 2,3% qui ont reçu 2 doses, on arrive toujours aux environs des 25%. Donc on est encore très loin d'avoir une immunité collective bâtie sur la maladie ou sur la vaccination, même si l'élan des vaccins et la vitesse qu'ils vont prendre dans les semaines qui viennent va nous faire monter relativement vite, dans les semaines qui viennent justement, cette immunité au sein de la population.
Alors, est-ce que nous vivons dans un monde impossible? Je pense que c'est un monde qui n'est pas facile. On le sait tous, pour différentes personnes, il est même plus dur que pour d'autres. Mais sommes-nous dans un confinement qui nous rend la situation totalement non gérable? Vous voyez ici une idée de la mobilité. Alors, la mobilité, elle est liée bien sûr au fait qu'on prenne ou pas sa voiture, mais aussi au fait qu'il y ait des raisons de le prendre, au fait que les choses soient fermées et que si c'est fermé, on n'a pas envie de bouger beaucoup. Et vous voyez des chiffres qui sont vers le bas, puisque la ligne du dessus, c'est la mobilité normale. Et vous voyez qu'effectivement, il y a eu le premier grand puits, qui est le puits de ce que l'on a connu lors du lockdown du mois de mars et du mois d'avril, où il y avait à peu près moins 45% de mobilité. Petit à petit, les choses se sont desserrées. On est remonté comme ça, au niveau de l'été, à une mobilité qui était à peu près à moins 10, moins 15%, avec quelques hauts et quelques bas, mais pour arriver à du moins 10%, c'est-à-dire pas beaucoup moins que d'habitude au mois de septembre. Et le mois de septembre, comme vous le savez, a été un peu la genèse de notre deuxième vague. Lorsque les mesures de semi-lockdown ont été prises à la mi-octobre, ceci nous amène à la troisième partie de la courbe, tout à fait à droite, où vous voyez qu'on est actuellement à peu près dans une diminution de 20% de notre mobilité par rapport aux chiffres avant le Covid. 20%, c'est la moitié de ce qu'on a connu lors du lockdown total. Alors il est clair que ceci ne signifie pas une situation normale, on le sait tous, on le vit tous, mais on n'est pas du tout, malgré tout, dans les mêmes situations de restriction et de limitation qu'on a connues au plein cœur de la première vague. Est-ce que d'autres pays actuellement s'en sortent mieux que nous? Il n'y a pas, je pense, de gloire à avoir, mais il y a une constatation à avoir simplement. Et vous voyez que si la Belgique est en haut à gauche, a connu un pic particulièrement intense, c'est vrai, un des plus intenses de par le monde pour sa deuxième vague, eh bien d'autres pays connaissent des situations qui sont aussi difficiles et caractérisées éventuellement par une troisième vague. On a ces images en bosse de chameau, là, avec les deux bosses des Pays-Bas, très très proches de ce qu'on voit au Royaume-Uni, par exemple, ou dans la République tchèque, un petit peu moins au niveau du Portugal, qui montre que la situation a loin d'avoir été dominée complètement dans les pays en question. Si on se compare à la France, dans la partie pratiquement inférieure droite de la diapositive, c'est relativement proche de ce que nous avons connu, sauf que la France a eu des mesures beaucoup moins strictes à la fin de l'année et qu'elle a connu ainsi, à partir de janvier, une réaugmentation qu'ils connaissent toujours. Vous le savez, pour l'instant, on parle de mesures supplémentaires dans le sud de la France, éventuellement, au vu de l'évolution épidémiologique dans la région en question. L'Allemagne, qui a été très longtemps le meilleur élève de l'Europe, elle a connu aussi sa deuxième vague, plus importante que la première. Elle a réussi à l'écrêter, comme vous voyez, elle n'a pas eu une montée aussi aiguë, et elle redescend pour l'instant, elle a réussi à dominer la situation, mais elle a aussi un niveau qui est nettement plus élevé que le niveau qu'elle a pu connaître au préalable. Alors ces mesures, mais il y a moyen un petit peu de les estimer. Il y a des données internationales, ceci n'est pas une diapositive faite au niveau du ministère ou de Cienzano avec des caractéristiques qui permettraient de fausser les données. Ceci est une diapositive qui se base sur les données de rigueur dans les limitations que la population a dans le contexte particulier de cette pandémie. Vous voyez avec le Stringency Index en haut à droite de la diapositive. Ceci est fait donc au niveau international et qui donne un certain poids aux différentes mesures pour voir quel est l'impact sur la limitation de la mobilité ou des droits des citoyens. Et vous voyez que par rapport à des pays européens qui nous entourent, ou même des pays européens un peu plus loin, ou même des pays non européens comme Israël, eh bien, nous sommes dans un contexte finalement où nos limitations là sont notées comme étant à un niveau de 60 unités, si on peut dire, alors que beaucoup de pays se trouvent au niveau des 70 ou des 80. Donc même si le ressenti, et c'est vrai, nous avons tous ressenti que la limitation est importante et qu'elle nous pèse, après de nombreux mois, ce qui doit être ou devrait être ressenti dans d'autres pays est encore plus important au vu de la manière dont cette cotation est marquée, et vous le voyez d'une certaine manière aussi au niveau de la carte colorée. Vous avez là un certain nombre de mesures prises dans d'autres pays. On sait que nos voisins comme au nord, les Pays-Bas, ou à l'est, l'Allemagne, ou même tout à fait à l'ouest, le Royaume-Uni, ont des conditions beaucoup plus dures, avec des fermetures d'écoles, entre autres, qui sont persistantes depuis des mois, avec des fermetures de magasins, sans parler des coiffeurs qui ont fait couler beaucoup d'encre, que la France a dû mettre en place un couvre-feu qui n'a rien à voir avec le nôtre, c'est effectivement 18 heures. Et donc je pense qu'il faut garder ça à l'esprit lorsqu'on voit notre condition. Je ne veux pas dire que c'est une condition agréable, mais je ne peux pas dire qu'elle soit non plus de loin la plus sévère. Et on sait que ce qui se passe, c'est que si on est dans des mesures comme on est pour l'instant, et qu'on garde une stabilité, tout va. Mais si les choses dérapent et qu'on se retrouve devant une augmentation de la courbe, on va avoir besoin de mesures beaucoup plus sévères.
Plus les choses dérapent, plus les mesures vont être sévères et plus les mesures vont être gardées pendant longtemps. Et donc on risque de se retrouver à ce moment-là dans une situation où on va avoir un poids de corset beaucoup plus serré qu'il va devoir garder encore plus longtemps. Et on sait que lorsqu'un corset est trop serré et gardé pendant longtemps, clairement, on a difficile à respirer. Et donc c'est un petit peu le résumé des conclusions de la situation épidémiologique de la Belgique en ce mois de février 2021, c'est qu'on a réussi, comme la balance vous le montre, à garder un certain équilibre. Alors un équilibre qui est précaire, on est bien d'accord, on a beaucoup parlé de ce plateau qui monte parfois, qui descend parfois, mais un équilibre quand même, fragile, mais quand même qui est présent. Le contexte, vous le voyez sur la diapositive, qui est la première qu'on vous a montrée, mais il n'est pas très différent de celui de fin novembre. Grâce au corset, on maintient le virus, ça c'est clair, mais nous sommes toujours en hiver, on n'est pas encore au mois de juin-juillet avec un grand beau temps. On est au début de notre campagne de vaccination. En novembre, bien sûr, on n'avait pas le vaccin. Et donc, situation globalement, le contexte global n'a pas changé de manière drastique. Le futur, et c'est un futur proche, c'est toujours très facile. Là, on va nous dire, on parle toujours du futur, il faut attendre un peu comme s'il y avait une carotte devant nous. Mais ce futur, maintenant, il n'est plus un futur lointain, il est un futur à quelques semaines devant nous. D'une part, effectivement, les conditions météo devraient s'améliorer, nous permettre plus de vie à l'extérieur et moins de transmission. C'est l'apparition du printemps, d'une part. D'autre part, on va arriver dans les semaines qui viennent à une accélération nette de la quantité de vaccins qui va nous parvenir, à une campagne de vaccination qui va couvrir toutes ces tranches fragiles des plus de 65 ans et des personnes à risque que l'on sait être 80%, excusez-moi, des gens qui occupent les lits lorsqu'il y a un pic, lorsqu'il y a une vague. Et donc on a encore ces 80% de gens à risque de se retrouver à l'hôpital à vacciner, et la vaccination chez eux va vraiment commencer. Et d'autre part, on a l'évolution de ces fameux variants of concern, comme on dit en anglo-saxon, c'est VOC. Donc vous voyez une petite courbe là, qui est l'évolution du variant britannique, qui pour l'instant fait à peu près 37-40% des souches qui sont présentes dans notre pays. On sait qu'on a un petit peu des deux autres variants qui sont présents aussi. Leur évolution n'est pas encore totalement prédictible. Elle sera tenue en compte dans les exposés qui va suivre. On sait qu'ils sont plus transmissibles et de ce fait plus délétères pour la santé, et l'impact qu'ils vont avoir, se croisant avec l'impact de vaccination, va être extrêmement important pour la suite des mesures. Et cet impact, ce sont les semaines, le mois et demi devant nous qui montreront comment ce croisement va se passer. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur Van Laten, meneer Van Gucht. Dit is de situatie zoals ze nu is, maar we willen ook vooruitkijken. En voor het vooruitkijken hebben we gevraagd aan meneer Hens en meneer Franco om in hun modellen rekening te houden met de vooruitgang van de vaccinatie, wat dit zou willen zeggen ten opzichte van maatregelen die men kan nemen. Meneer Hens zal in het Nederlands beginnen et puis monsieur Franco en français. Dank u wel, meneer Permee. Goedemiddag. Ik ga proberen een duiding te geven van wiskundige modellen die we gebruiken om de evolutie van het virus in ons land in kaart te brengen. Daar hoort een zekere waarschuwing bij. Wiskundige modellen zijn niet heiligmakend. Dat is heel belangrijk om vast te stellen. Maar ze dienen eigenlijk vooral om enkele van die epidemiologische principes die naar voren zijn gebracht door de collega's hier, tastbaar te maken. Daarom ook is het heel verstandig om niet altijd te zeer en te nauwkeurig naar die wiskundige modellen te kijken, omdat er een heel grote bron van onzekerheid is vanuit alle informatie die we daarin gebruiken. Het model zelf, en daar wil ik heel even uitdrukkelijk Cienzano en de vele andere partners bedanken, die ons in staat stellen om die gegevens waarop dit model zich baseert te verzamelen, te verwerken en te integreren in deze voorspellingen. Wel, ik noem het liever scenario's. En een heel belangrijke conclusie, en ik ga onmiddellijk een overzicht tonen. Excuseer. Ja. Dit zijn 4 scenario's. En alvorens dat ik elk van deze 4 scenario's ga toelichten, ga ik heel even de principes achter die modellen kaderen. Het model dat we hier tonen richt zich op ziekenhuisopnames, omdat dat een van de belangrijkste, maar ook een van de meest stabiele factoren of tijdsreeksen in deze pandemie is.
Wat heel belangrijk is dat we hier kijken naar de ziekenhuisopnames, wat zich niet altijd helemaal vertaalt naar de belasting in de ziekenhuizen. Dat is heel belangrijk. Dus de oppervlakte onder de curve, dat is eigenlijk iets wat je kan vertalen naar de belasting op de ziekenhuizen zelf. Dus dat is een heel belangrijk punt. Wij houden in dit model rekening met serologische gegevens, vooral van in de beginperiode van het virus, om ook de onderschatting van het aantal gevallen in te schatten. Dus de aanwezigheid van antistoffen in het bloed. Rekening houden het natuurlijk met ook de afname van die antistoffen in het bloed. Wij houden rekening met sterftes in dit model en dus met die ziekenhuisopnames. En verder is het model fijnmazig wat betreft de leeftijd. Wij werken met 10-jarige leeftijdsgroepen en wij gebruiken contactpatronen. Dus dat zijn studies die we uitgevoerd hebben voor de pandemie, enkele jaren geleden in België. We hebben zo verschillende studies, maar ook tijdens deze pandemie. En dat laat ons toe om op te volgen hoe het contactgedrag, hoe het gesteld is met het contactgedrag in de populatie. Nu, dat contactgedrag als dusdanig, dat correleert heel goed met het signaal in de besmettingen. En dat is heel duidelijk aangetoond in het Verenigd Koninkrijk, tot op het moment dat de Britse variant de overhand nam ginds. Daar heeft men dan een discrepantie gezien, een verschil gezien tussen die contactpatronen en het aantal besmettingen, wat duidde op meer besmettelijkheid van die Britse variant. Die contactpatronen ondertussen, en dat is een weetje, dat wordt ondertussen in 20 verschillende Europese landen verzameld. Dat geef ik u even mee. En dat zal zeker nog heel veel informatie opleveren, ook in andere landen. Het model zelf, waarom gebruiken we dat nu? Wel, we hebben het al een paar keer gebruikt natuurlijk. We hebben het door deze hele pandemie gebruikt voor de situatie in België op te volgen. We hebben vorig jaar in maart bijvoorbeeld ook al een voorspelling gemaakt van wat een mogelijkste tweede golf zou kunnen zijn. Dat bleek heel treffend, spijtig genoeg. Maar het doel van vandaag is vooral dat model te gebruiken om de impact van de Britse variant in de komende periode in te schatten. Een tweede element, heel belangrijk, is dat we ook rekening houden met de vaccinatiestrategie, zoals vooropgesteld. Dat zijn twee elementen die heel belangrijk zijn in wat gaat volgen. Het model laat ook toe om de impact van gedragsverandering mee te nemen. Dat is niet zeer fijnmazig, maar dat geeft de grote principes weer. Dat is belangrijk om mee te nemen. Wat weten we vandaag de dag? Wel, we weten vandaag de dag dat de Britse variant een verhoogde besmettelijkheid heeft. Alle cijfers wijzen in dezelfde richting. Alle cijfers wijzen ongeveer naar een 50% hogere besmettelijkheid. Dat wil zeggen, als met de oude variant 1 persoon gemiddeld 1 andere persoon besmet, dat met de Britse variant 1 persoon gemiddeld 1,5 persoon besmet. Dat heeft met verschillende factoren te maken. En ja, daar is men op dit moment nog verder onderzoek over aan het uitvoeren. Wat heel belangrijk is ook dat daar nog heel wat onzekerheid rond bestaat. Vandaar dat we ook gaan werken met twee uitersten, zou je het kunnen noemen. 30% en 70% besmettelijkheid in de scenario's. Om heel duidelijk het verschil te laten zien. Welke van deze waarheid is of meer plausibel is? Wel, wij denken dat die 50% op dit moment met de evidentie die er nu is, de meest plausibele is. Vandaar dat u op de verschillende grafieken ook de blauwe kleur als de kleur van het aantal hospitalisaties dat het model oplevert ziet. En dat is zowel zo voor het verleden als voor de toekomst, omwille van die reden van het meer plausibel zijn van het scenario van 50%. We hebben echter ook dus die 30 en 70% gebruikt en wat u daar ziet is dan dat het model als dusdanig dat dit twee andere kleuren teweegbrengt. En excuseer mij, de gele kleur komt niet fantastisch goed door. Maar dat is de 30% en de 70% is dan de rozige kleur, moet ik zeggen. De kleuren zijn een beetje door projectie beïnvloed. Goed, ik ga nu één voor één deze scenario's overlopen en dan kom ik heel even terug op dit globale plaatje.
dit is het eerste scenario, wat uitgaat van een stabiel contactgedrag vanaf 10 februari. Dat is een situatie waarin dat we eigenlijk geen maatregelen nemen of geen maatregelen gaan lossen, strengere maatregelen gaan nemen, maar dat we vasthouden aan de maatregelen die er vanaf 10 januari en in de opvolging van de maatregelen, wat zeer belangrijk is natuurlijk, vanaf 10 februari. Wat u ziet hier is dat we dan misschien een heropflakkering mogen verwachten, volgens de blauwe curve, maar dat daar ook zeer veel onzekerheid over is. Dat is ook heel belangrijk om mee te nemen, die onzekerheid. Dus opnieuw, er zijn heel veel onzekerheden waar we moeten mee rekening houden. Dat voelt heel ongemakkelijk aan, dat weten we. Maar de principes, denk ik wel, zijn duidelijk van de verschillende scenario's. Goed, ik ga naar de tweede curve, die er toegegeven heel wat dramatischer uitziet als we kijken naar de rozige kleur. Dus wat u hier ziet is een relaxatie van de maatregelen of een terugkeren naar het contactgedrag in de maand september. Herinner u dat de maand september een maand was waarin dat er heel veel mogelijk was. En de idee om met dit soort contactgedrag te werken is om vooral heel even te laten zien wat de principes, de invloed daarvan is op de epidemische curve. De reden waarom dat we op dit moment niet fijnmaziger kijken, is vooral omdat er veel meer onzekerheid is rond die Britse variant. En ook rond de vaccinatiestrategie min of meer, maar alhoewel dat we die hier constant nemen. Maar wat heel duidelijk is, en ik ga het gewoon heel even doorlopen hier, ziet u hier is de gele curve. Bij die gele curve zou het weinig effect hebben, vrij weinig effect. Wat u wel ziet is dat het bij de blauwe curve tot een grote toename zou kunnen leiden. Een toename die ogenschijnlijk, maar met de onzekerheid erbij, toch wel zeer gelijkend is aan de tweede golf die we hebben meegemaakt. Heel belangrijk hier op te merken is dat de oppervlakte onder de curve hier breder is, groter is, dus de curve is een beetje breder, wat zich zou vertalen in een grotere belasting van onze ziekenhuizen. Dat is een heel belangrijk element om mee te nemen. En natuurlijk, als we kijken naar het scenario waar we rekenen op 70% besmettelijkheid van de Britse variant, dan steken we dat zeer sterk voorbij. In een tweede scenario hebben we rekening gehouden met eenzelfde relaxatie, niet op 1 maart, maar op 1 april. En daar ziet u al een enorm verschil. En dat verschil is in grote mate te wijten aan die vaccinatiestrategie. Wat ziet u nog? U ziet daar een heel vreemd fenomeen. Dat zijn 2 opeenvolgende bulten. Waarom is dat zo? Wel, omdat we eigenlijk in een curve zitten, en ik neem nu eenvoudigheidshalve hier heel even de roze curve. U ziet hier eigenlijk een stijging, we dalen, maar op dat moment, als dat zich voordoet, op dat moment is er op 1 april die relaxatie en gaat die curve terug naar boven duwen. En vervolgens dan weer dalen. Wat heel belangrijk is opnieuw de oppervlakte onder de curve die groter gaat zijn dan degene die we meegemaakt hebben in de tweede golf. Ja. Dus grote versoepelingen als dusdanig of grote relaxaties als dusdanig op 1 april zou dit kunnen betekenen bij de rode curve. Natuurlijk bij de blauwe curve ziet het er veel beter uit, bij de 50%. Maar desalniettemin is daar toch een zekere oppervlakte onder de curve waar we heel sterk rekening mee moeten houden. Goed. Voilà. Scenario D is dan de relaxatie op 1 mei. En wat u ziet daar is dat we, kijk misschien heel even terug naar de blauwe curve, dat we het vrijwel onder controle kunnen houden. En dat we hier ook zien dat de stijging die zou volgen bij die relaxatie beperkt blijft. Ze is er, ze blijft beperkt, dat is ook belangrijk. Ook de oppervlakte onder de curve nu is beheersbaar. Dat is ook heel belangrijk. Nu, er zijn nog wel enkele aandachtspunten bij al deze analyses. Ik ga dadelijk heel even de nuances aanbrengen. Maar ik zou toch 2 boodschappen op dit moment al willen onderstrepen. De eerste boodschap is
dat we epidemiologisch gezien voor een heel belangrijke periode staan. We moeten eigenlijk, om gebaseerd op evidentie goede beslissingen te nemen, moeten we eigenlijk geduld uitoefenen. En dat wil zeggen dat je echt nog een 3-tal, 4-tal weken moet kijken wat de impact is van die Britse variant op de verspreiding van het coronavirus in België. Wat ook zeer duidelijk is uit de verschillende scenario's, is dat er perspectief is. Ik denk dat alle scenario's duiden heel sterk op een afname van de curve naar de zomervakantie toe. Dat is ook een heel belangrijk gegeven. Ik ga ook nog meegeven dat de conclusies die we hier bevinden, dat die altijd conditioneel zijn. We gaan deze analyse altijd moeten herbekijken en herevalueren om te zien hoe dat de evolutie zich verhoudt ten opzichte van het theoretisch model. Dit is een theoretisch model. Wij proberen hiermee de verspreiding van het virus in kaart te brengen, maar de praktijk is meestal niet de theorie. Dus dat is wel belangrijk om mee te nemen. Desondanks zijn de conclusies die ik hier net geformuleerd heb zeer gelijkaardig aan de conclusies die men in het buitenland formuleert. Ik refereer heel even naar de analyse van collega Vittoria Colizza in Parijs op de nationale televisie in Frankrijk. Ik refereer ook naar het werk van de collega's van Namen en Gent, die soortgelijke modellering hebben gedaan, onafhankelijk, maar tot dezelfde conclusies komen. En ik refereer ook naar het werk van de collega's in Nederland en andere landen met zeer gelijkaardige interpretaties van de epidemiologische situatie wat betreft de modellen. Welke effecten, en dat zijn 2 nuances die ik nog wil meegeven, welke effecten hebben we niet meegenomen in het model, omdat daar nog heel veel onzekerheid over bestaat? Wel, ten eerste hebben we niet in rekening genomen dat er een seizoenseffect speelt. Waarom? Omdat de cijfers daar zeer uiteenlopend over zijn. Dus dat zou nog een positief effect teweeg kunnen brengen. Maar dat positief effect gaat zeker en vast niet opwegen tegen die besmettelijkheid van die Britse variant. Dat is wel al wat vrij duidelijk is uit de verschillende onderzoeken wereldwijd. Dus dat is een belangrijk iets om mee te nemen. Een tweede iets om mee te nemen is ook dat die Britse variant, en dat is aangetoond in verschillende studies in het Verenigd Koninkrijk, dat die waarschijnlijk leidt tot meer hospitalisaties en meer sterfte. Dat hebben we op dit moment ook niet meegenomen in het model, ook omdat de schattingen heel sterk uiteenlopend zijn. Dus dat zijn positieve en negatieve elementen die we toch moeten meenemen. En ik sluit af dat dit model geen rekening houdt met reizen en dergelijke. Dat is een beperking enigszins. Dus het model doet wat het kan met de gegevens die we het kunnen leveren natuurlijk en met de inzichten die we hebben. Ik dank u wel voor uw aandacht. Ja, dank u wel, meneer Hens. Maintenant la parole à monsieur Franco pour expliquer la vision du futur et qu'est-ce que les modèles peuvent nous apprendre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Bonjour à tous et à toutes. Je vais donc maintenant vous présenter en français les travaux de modélisation, travaux qui ont été réalisés en coopération avec Sciences Sono ainsi qu'avec de nombreux autres partenaires et nous tenons à les remercier. Alors, juste quelques mots sur la façon dont sont construits ces modèles mathématiques. Ils sont des modèles extrêmement complexes et ces modèles se basent sur les données les plus fiables possibles qu'on puisse avoir au niveau de l'épidémie. Ces données, ce sont le nombre d'admissions hospitalières et ce suivant les différentes catégories d'âge. Mais le modèle prend également en compte d'autres éléments comme le nombre de décès, comme la présence d'anticorps dans le sang détectés lors des tests sérologiques parmi la population belge. Et ils sont également basés sur des données de contact, des informations sur les contacts sociaux que les personnes dans la population belge peuvent avoir lors de leurs différentes activités et suivant les âges qu'ils rencontrent lors de ces contacts. Par exemple, on a des informations au niveau, en moyenne, une personne d'un certain âge, combien de personnes elle va rencontrer lorsqu'elle se rend au travail ou lorsqu'elle participe à des activités de loisirs. Ces informations, en fait, sont récoltées lors d'enquêtes au niveau belge, mais également au niveau européen, des enquêtes qui ont eu lieu avant
l'épidémie, mais qui ont également lieu durant l'épidémie depuis plusieurs mois. Et on peut vérifier que les résultats de ces enquêtes et l'évolution des contacts sociaux est en complète corrélation avec l'évolution de l'épidémie au niveau de différents pays. Alors, aujourd'hui, on présente un modèle de référence qui est un modèle développé par Steven Abrams et ses collaborateurs à l'université d'Asselt et l'université d'Anvers. La description technique scientifique complète de ce modèle peut se trouver en ligne sous forme d'une prépublication. Et ce modèle a été utilisé pour essayer d'estimer l'évolution en Belgique de deux choses particulièrement importantes pour le moment. La première chose, c'est l'impact du variant britannique, dont on vous parle beaucoup, variant britannique qui devient de plus en plus prépondérant et qui va un peu modifier la donne dans les semaines et les mois à venir. Le deuxième élément, celui-là il est beaucoup plus positif, c'est l'influence de la vaccination qui est en cours et qui va s'accélérer et qui, elle, va avoir un impact de plus en plus positif sur les hospitalisations. Alors, ce fameux variant britannique, il est assez difficile pour l'instant de savoir de quelle façon il est plus transmissible que les autres souches. Les meilleures estimations actuelles donnent une transmission augmentée de l'ordre de 50% par rapport aux souches traditionnelles. Ça veut dire en fait que si une personne qui est infectée infecte une autre personne avec une souche plus traditionnelle, avec le variant britannique, elle se met à infecter une personne et demie, ce qui change un peu la donne au niveau de l'épidémie. Cependant, il y a encore une très grosse marge d'erreur concernant l'estimation au niveau de ce variant. Et c'est pour ça, au niveau des modèles, nous sommes obligés de tenir compte de plusieurs possibilités. Cette possibilité qui semble la plus probable à l'heure actuelle de 50%, mais également des possibilités plus optimistes ou plus pessimistes, suivant que cette estimation est actuellement surévaluée ou sous-évaluée. Actuellement, les modèles montrent que ce variant va devenir dominant en Belgique. Il devrait représenter la très grande majorité des nouvelles infections aux alentours de la moitié du mois de mars, excepté évidemment les autres variants potentiellement plus transmissibles, qui sont les variants sud-africains et brésiliens. Grâce à nos efforts jusqu'à présent, on a réussi à pu contrôler la présence de variants en Belgique et on n'a pas encore vu d'augmentation de type troisième vague comme d'autres pays ont connu. Et le but des mathématiques est d'essayer d'estimer quelle va être l'évolution possible ici en Belgique ou quelles seraient les évolutions possibles dans les périodes à venir suivant différents scénarios. Alors ces scénarios ne sont pas des prédictions. On ne va pas pouvoir dire tel jour à telle heure il y aura exactement autant d'hospitalisations, mais des estimations de ce qui pourrait se produire suivant certaines mesures et certains comportements. Alors, voici donc les 4 scénarios pour lesquels nous vous proposons. Suivant ces scénarios, vous avez chaque fois évidemment l'axe horizontal qui représente l'évolution dans le temps, l'axe vertical qui représente ici le nombre de nouvelles hospitalisations en Belgique, et vous avez également ces espèces de ronds qui représentent les données des hospitalisations, qui sont une toute petite partie des nombreuses données qui sont utilisées par le modèle pour faire ces prévisions. Et il y a également 3 couleurs. Pourquoi 3 couleurs? Parce que, comme je vous l'ai dit, on a une grosse incertitude sur le caractère infectieux de ce nouveau variant, et les prédictions peuvent être très différentes suivant que ces estimations sont surévaluées ou sous-évaluées. La couleur bleue, celle qu'on voit le mieux sur le graphique, représente ces fameux 50% de transmission supplémentaire et est, à l'heure actuelle, selon l'estimation, le scénario le plus probable. La courbe rouge représente chaque fois ce qu'on pourrait appeler le pire cas possible, un variant qui serait 70% plus contagieux que les souches traditionnelles. Ce n'est pas le cas le plus probable pour le moment, mais on ne peut encore l'exclure. Et donc, au niveau de la modélisation mathématique, on essaie d'en tenir compte. Le scénario jaune, celui qu'on voit le moins bien sur ces graphiques, lui, c'est l'estimation la plus favorable, seulement 30% plus contagieux. Les grandes zones en couleur représentent en fait l'incertitude qui existe dans tout modèle scientifique, parce qu'évidemment, même pour une transmission du variant, on ne peut pas connaître exactement ce qui se passe, et donc le modèle explore toute une zone de possibilités. Alors,
Le scénario qu'on appelle scénario A, le premier que je vous présente ici, est un scénario hypothétique où on imaginerait mathématiquement ce qui pourrait se passer si le comportement qui était mesuré aux alentours du 10 février ici en Belgique, avec les mesures actuelles, avec la façon dont se transmet le virus, se poursuit durant les prochains mois. Et là, on voit déjà une assez grande différence suivant les trois couleurs, c'est-à-dire que, suivant les cas les plus défavorables, il pourrait y avoir une petite troisième vague venant de l'augmentation de ce variant. Alors, vous voyez qu'en fait, si les différences sont importantes au bout d'un certain temps, actuellement, les trois courbes se rejoignent quasiment. Ça veut dire qu'il est, à l'heure actuelle, impossible de pouvoir exclure l'un de ces trois scénarios. Évidemment, on espère tous qu'on est dans le scénario jaune, qui est celui le plus favorable. Alors, à partir de cette base, nous pouvons imaginer ce qui va se passer si on augmente le nombre de contacts entre les gens. Le scénario B était basé sur l'hypothèse d'une levée des mesures simultanées dans différents secteurs pour retomber à la même situation, la même transmission et les mêmes contraintes qui avaient lieu au mois de septembre. Et ce, à la date du 1er mars. C'est un scénario totalement hypothétique, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'autres possibilités que relâcher toutes les mesures en même temps, mais c'est une façon de tester quel serait l'impact si on recommençait à vivre exactement comme au mois de septembre, à la date du 1er mars. Et là, vous voyez qu'évidemment, il y a plusieurs problèmes. Le scénario qui est actuellement le plus probable montre une augmentation assez forte et un nombre d'hospitalisations qui serait plus ou moins comparable à celui qu'on a connu lors des premières et deuxièmes vagues. Le scénario du pire, celui en rouge, celui qu'on espère évidemment qu'il n'arrivera pas, lui dépasse clairement ses capacités. Le scénario de jaune est beaucoup plus calme. Le problème, c'est qu'il est encore impossible à l'heure actuelle de pouvoir garantir qu'on serait dans le scénario jaune, voire le scénario bleu. D'où la grosse incertitude qui se passerait en cas de relâchement d'un trop grand nombre de mesures à l'heure actuelle. Maintenant, si on fait exactement la même hypothèse de redémarrer la situation comme en septembre, non pas au 1er mars, mais seulement quelques semaines plus tard, au 1er avril, on arrive au scénario C. Et là, vous voyez que les courbes sont beaucoup plus gentilles. La courbe bleue est pratiquement sous contrôle. Pourquoi ? Parce que la vaccination est déjà beaucoup plus avancée et que ça permet de contrer justement les effets cumulés du variant et de l'augmentation des contacts, de la reprise des activités. Seul le scénario rouge montre encore des signes de troisième vague un peu plus ennuyantes, mais qui restent tout de même inférieurs à ce qui s'est passé lors de la deuxième vague. Et enfin, encore une autre possibilité, on peut encore décaler les ouvertures pour le scénario D en imaginant qu'on ne rouvre rien avant le 1er mai, c'est évidemment un scénario hypothétique, et que le 1er mai, on rouvre tout d'un coup comme au mois de septembre, après que l'absorption de ce nouveau variant soit passée. Et on voit dans ce cas-là que même dans le pire des scénarios, on est dans une situation qui est potentiellement sous contrôle complète, ce qui donne donc des assez bonnes perspectives pour toute la partie du mois de mai-juin et de l'été. Alors, il faut se rendre compte que ce sont des modèles qui, en fait, se basent sur une très grande série d'hypothèses. C'est-à-dire que les projections qui sont données ici ne représentent que l'évolution estimée sur base de ces hypothèses. Et il n'est pas possible de tenir compte de la totalité des facteurs dans un modèle mathématique, évidemment. Et même, il existe différents facteurs qui pourraient encore influencer positivement ou négativement les choses, pour lesquels les données sont encore incertaines. Un des facteurs incertains est par exemple la plus grande proportion d'hospitalisation de décès qui pourrait être liée au nouveau variant britannique. Par contre, un autre élément incertain, mais qui lui est beaucoup plus positif, c'est l'impact de la saison, qui n'a pas été pris en considération aussi dans ce modèle et qui pourrait avoir un effet bénéfique au fur et à mesure que la température et le climat est plus clément. Nous attendons à ce que cet effet saisonnier aide en partie l'épidémie, à partir essentiellement des mois d'avril et de mai, mais pas nécessairement assez que pour compenser l'augmentation de la transmission liée au variant
britannique. Alors les résultats du modèle qui sont présentés aujourd'hui, ce ne sont pas des résultats uniques parce qu'en science, le but qu'on recherche, c'est toujours de pouvoir reproduire les résultats et de les confronter à d'autres. Ce modèle a été confronté à d'autres modèles qui ont été réalisés en Belgique, un à l'université de Namur, un autre à l'université de Gand, et leurs conclusions sont similaires. Il y a également des modèles qui ont été développés dans d'autres pays, je citerai notamment la France, les Pays-Bas ou la Suisse, et qu'ils arrivent également à des évolutions du même type, évidemment, en fonction des spécificités de leur pays. Il y aura d'ailleurs un rapport qui sera disponible en ligne d'ici quelques jours, présentant une comparaison de ces différents modèles. Au final, on peut ressortir deux messages importants qui viennent de la modélisation mathématique à l'heure actuelle. Le premier message, c'est que d'un point de vue épidémiologique, nous entrons dans un mois excessivement important, qui est encore très incertain et qui comporte toujours des grands risques. Mais, d'ici quelques semaines, à la sortie de ce mois, on voit que les modèles ont des perspectives nettement plus positives, et ce, essentiellement en partie grâce à la vaccination. Le second message, vous avez bien vu les grandes différences entre les différentes couleurs, et je vous ai montré qu'il est actuellement difficile de pouvoir distinguer ces couleurs. Le second message, c'est qu'il va être important de surveiller dans les 3-4 prochaines qui suivent l'évolution du nouveau variant pour voir son effet et pouvoir voir son réel impact et de voir exactement vers quel scénario on se dirige. Je vous remercie. Merci beaucoup. Laat mij besluiten met elk van jullie te danken voor de zeer deskundige uitleg. Ik denk dat het goed was om een uitgebreide stand van zaken te hebben. Je pense qu'au moment où on se trouve, c'est normal de donner de la place à la science et que la science nous aide de bien comprendre dans quelle situation nous sommes et de bien comprendre, si on prend des décisions, quel peut être l'impact des décisions prises. Twee zaken die ik zou willen toevoegen als voorzitter van het overlegcomité. We hebben de voorbije weken zeer veel stemmen gehoord en zeer veel stemmen die vaak hetzelfde vragen, namelijk geef ons een perspectief. En ik denk dat dat een zeer terechte vraag is. De maatregelen die we hebben in ons land, het is aangegeven geweest, zijn stabiele maatregelen. Dat is iets wat helpt. Het zijn natuurlijk maatregelen die we al een ganse tijd moeten dragen. Ze zijn in vergelijking met andere landen minder streng, maar dat maakt ze daarom niet minder zwaar. En ik begrijp absoluut iedereen die vraagt, ja, maar ik zou graag een perspectief hebben, waar kan ik naar uitkijken? Ik denk dat uit deze presentaties komen dat er een absolute noodzaak is om zeer voorzichtig te blijven. De rester très prudent pour éviter une troisième vague. Honnêtement, quand je parle avec des gens, tout le monde confirme qu'il faut faire ce qui est nécessaire pour éviter qu'on se trouve dans une troisième vague. On l'a vu dans d'autres pays. Jusque maintenant, on a réussi en Belgique d'éviter cette troisième vague. Je suis convaincu que tout le monde dans notre pays veut qu'on puisse éviter cette troisième vague et qu'il faut garder les précautions pour ne pas se trouver dans cette situation-là. Maar, en dat is denk ik een belangrijke boodschap die uit deze presentaties komt, dat is dat we naderen het punt waar het risico op een derde golf serieus vermindert. C'est clair que si on regarde ces présentations, c'est qu'on se rapproche du point où le risque qu'on puisse encore se trouver dans une troisième vague diminue quand même fortement. Is dat moment morgen of volgende week? Ik denk dat de presentaties tonen dat dat niet zo is. Est-ce que ce moment où le risque diminue fortement, c'est demain, c'est la semaine prochaine? Non. Je pense que c'est un peu plus tard, mais ce n'est plus très loin non plus. Dat punt waarop men een beslissing zou nemen, waar het risico op een derde golf een stuk minder wordt, dat punt is niet morgen, volgende week, maar het is ook niet zeer ver weg meer. En dus, als we spreken over perspectief, dan is het in mijn ogen belangrijk welk soort perspectief dat we kunnen geven. Is het een perspectief dat gebaseerd is op meningen, op opinies, of is het een perspectief dat gebaseerd is op feiten en op wetenschap? Als het een perspectief is dat gebaseerd is op meningen en op opinies, dan is dat eigenlijk een perspectief dat gebaseerd is op drijfzand. Dat
Dat is een perspectief dat je kan geven, maar die eigenlijk weinig waarde heeft. Als je een perspectief geeft dat gebaseerd is op de wetenschap, dat gebaseerd is op feiten, dan is dat een perspectief dat een stuk steviger staat. En daar hebben we iets aan. Een perspectief dat stevig staat, daar kunnen we ons aan vasthouden, daar kunnen we naar vooruitkijken. En ik denk dat we hiermee de puzzelstukken hebben om dit soort perspectief te kunnen geven. Het is aan het overlegcomité van vrijdag en de verschillende regeringen om de knopen door te hakken. Het is in mijn ogen belangrijk dat als we knopen doorhakken, dat we ons baseren op feiten, dat we ons baseren op wetenschappelijke feiten. En ik denk dat we hier de gelegenheid gehad hebben om die volledig aan u te kunnen voorstellen. Ik denk ook dat het logisch is dat als men beslissingen neemt, dat men niet enkel geconfronteerd wordt met de uitkomst van die beslissing, maar ook met de manier waarop die beslissing genomen wordt. We hebben hiermee een stuk inkijk willen geven in de machinekamer van onze wetenschappers om aan te geven op welke manier we tot beslissingen komen. Je pense que ça c'est la manière laquelle on évite de donner du faux espoir et de donner une vraie perspectief. Ik ben ervan overtuigd dat als we de krachten bundelen in de komende maanden, dat we het juiste evenwicht gaan vinden. Want eigenlijk uit deze presentaties komt een evenwicht. En dat is een evenwicht tussen veiligheid langs één kant en vrijheid langs de andere kant. Ik denk dat we de voorbije maanden er redelijk goed in geslaagd zijn in turbulente omstandigheden om dat evenwicht te bewaren. De vaccinatie die helpt. Dat zie je in die 4 scenario's. Per week dat we vaccineren, zien we dat we erin slagen om de impact beter onder controle te krijgen. Dat samen, een evenwicht tussen veiligheid en vrijheid, rekening houden met de vooruitgang van vaccinaties, is volgens mij de manier waarop we evenwichtig vooruit kunnen geraken. Voilà, zijn er vragen? En alsjeblieft stel uw vragen vooral aan mijn 4 collega's. Bart. Het is de eerste keer dat u dit soort van persconferentie geeft in aanloop naar een overlegcomité. Is dat omdat u zich nog meer dan anders wou wapenen tegen de almaar toenemende druk, ook vanuit uw eigen meerderheid, zelfs van binnen uw eigen partij, om toch maar te gaan versoepelen? Nee, ik denk wat we hier hebben is een serieuze stap vooruit in de wetenschap. We hebben tot nu toe modellen gehad die zeer nuttig waren, maar nu hebben we voor de eerste keer modellen die rekening houden met de impact van de vaccinatie. Dat is logisch. We vaccineren voor een reden. Als we vaccineren is om ervoor te zorgen dat mensen minder kwetsbaar worden. En vooral geven die modellen nu voor de eerste keer aan wat is de impact van die vaccinatie ten opzichte van verschillende scenario's die we kunnen hebben. Ik denk als we die informatie hebben, dat we die informatie moeten delen. Dat we moeten uitleggen op welke basis dat we beslissingen nemen. Het lijkt mij ook logisch voor een overlegcomité van vrijdag, zoals ik daarnet gezegd heb, dat mensen niet enkel geconfronteerd worden met de beslissing, maar dat men ook begrijpt op welke basis men beslissingen neemt. En hiermee zijn we zeer transparant geweest ten opzichte van de wetenschappelijke basis die we gebruiken. En wat is dan de conclusie als je kijkt naar die 4 modellen? Versoepelingen 1 maart absoluut niet, 1 april misschien, maar nog liever 1 mei? Ik ga die conclusie niet maken. En ik denk dat we hier heel duidelijk een onderscheid maken tussen de wetenschappelijke basis, en er is schitterend werk geleverd vanuit onze experten, en dan een beslissing die een politieke beslissing is. Maar de cijfers zijn duidelijk. Ik ga hier de conclusie niet maken. Ik denk dat het een goede zaak is om transparant te zijn over de feiten. Ook de inleidende presentatie die goed aangeeft op welke manier we de situatie onder controle kunnen hebben. De situatie in ons land in vergelijking met andere landen, als je kijkt naar hoe zwaar de maatregelen zijn in vergelijking met andere landen, zijn we toch een stuk minder streng. Maar ik wil heel duidelijk zijn, beslissing van hoe we verder gaan, dat is een politieke beslissing die we nemen op basis van wetenschappelijke feiten. En ik denk dat die dynamiek die erin is, die we eigenlijk al maanden aan een stuk gebruiken, ik denk dat het belangrijk is om die dynamiek in volle transparantie te kunnen geven. Oui. Oui, petite question sur les modèles présentés aujourd'hui. On l'a vu, c'est si on revenait à une situation début septembre. Alors on sait bien que vous n'allez pas tout relâcher exactement comme en septembre. Donc est-ce que ce type de modèle a été fait en fonction de, tiens, on va relâcher plutôt
tel secteur, on rouvrirait un peu plus la bulle sociale et quelle serait l'évolution de la courbe, ce qui serait sans doute plus juste que de dire, voilà, le 1er mars, on ouvre tout, ou le 1er avril, etc. Ça, c'est une première question. Je vais laisser les experts s'exprimer par rapport à cette question, et je pense que ça montre aussi qu'un modèle peut aller jusqu'à un certain niveau de modélisation, mais il y a des limites à ce qu'on peut mettre dans un modèle. Monsieur Franco. Voilà, j'avais expliqué donc, durant la conférence que ces modèles sont basés notamment sur des informations sur les contacts sociaux. On a certaines informations sur les personnes qui rencontrent des gens lors de leur activité au travail, dans les transports, leur activité de loisirs, lors de leurs contacts familiaux, leurs activités scolaires. Donc on sait séparer différentes choses, mais on ne sait pas aller à un niveau plus bas, parce qu'on a une information par activité de loisirs en général, mais on n'a absolument aucune information sur la proportion qui viendrait peut-être des cafés-restaurants, qui viendrait de la culture, qui viendrait du sport, etc. Donc tout ce qu'on peut faire au niveau mathématique, c'est dire que se passerait-il, par exemple, si les activités de loisirs étaient à mi-chemin entre ce qui se passe maintenant et septembre. Et peut-être voir, dans ce cas-là, ça se passerait assez bien. Mais on ne va pas pouvoir dire exactement quels sont les secteurs à rouvrir pour que ce soit le mi-chemin. Donc à ce moment-là, c'est plutôt une décision politique d'en rouvrir certains. Et nous, au bout de plusieurs semaines, on peut mesurer et voir l'impact. Le fait est qu'on ne peut réellement faire des projections sur des éléments qui ont déjà été faits dans le passé et qu'on a pu mesurer réellement l'impact de ce qui s'était passé. Peut-être pour compléter cela, en effet, les décisions que nous pourrions prendre vendredi, ça peut être beaucoup plus nuancé que ce qu'on peut mettre dans un modèle comme celui-ci. Je pense que dans la conclusion qui a été faite, qui est de dire, durant le mois de mars, on doit quand même être prudent, ça ne veut pas dire que rien n'est possible durant le mois de mars. Et si on prend une décision parce qu'on voit qu'à un moment donné, on se sent assez sécurisé, vu l'évolution pendant le mois de mars, ça ne doit pas forcément être une décision qui va aussi loin que ce qu'on avait fait en septembre l'année passée, où là aussi, on l'avait fait en différents paliers. Mais je pense que ça montre bien quelle est une raison pourquoi on le ferait d'une manière prudente. J'avais encore une toute petite question par rapport au classement de la Belgique aujourd'hui par rapport aux mesures actuelles, par rapport à d'autres pays. Est-ce que les chiffres, les contacts sociaux, les bulles sociales des autres pays étaient également pris en compte? Est-ce que ça fait partie des mesures dites restrictives étudiées dans ce modèle ou pas? Les fermetures de différentes structures, les limitations des contacts, qui ne s'appellent pas bulles éventuellement dans d'autres pays. Donc il est parfois difficile de faire exactement une comparaison, mais globalement parlant, tout ce qui est limitation de déplacement, de sites que l'on peut visiter, de nombre de personnes qu'on peut voir, est repris dans ce type d'évaluation chiffrée. Oui. Oui, comme l'a dit mon collègue néerlandophone, c'est la première fois que vous faites une conférence de presse comme ça. Pourquoi un lundi, quelques jours avant, un nouveau comité de concertation? Est-ce que c'est une manière de préparer l'opinion publique à ne pas donner des faux espoirs, comme vous dites, donc au fait à l'impossibilité de déconfiner? Et ensuite, une deuxième question, si vous me permettez. Quand est-ce qu'on peut espérer y voir plus clair sur la contagiosité des variants? Parce que entre 30 à 70%, il y a quand même une sacrée fourchette. Pour répondre à votre dernière question, on peut s'imaginer que dans la deuxième moitié de mars, si on regarde les chiffres réels, on va voir sur quelle courbe du modèle on se trouve. Est-ce qu'on est sur la courbe jaune, la courbe bleue ou la courbe rouge? Basé là-dessus, on pourra prendre une décision éduquée par rapport à la réalité dans laquelle on se trouve. On fait cette conférence de presse pour montrer la méthode qu'on a toujours utilisée, qui est une méthode où on a un input qui est scientifique, avec maintenant un nouveau modèle qui est très performant, un nouveau modèle qui nous donne l'impact de la vaccination sur des décisions futures, et de bien expliquer
pour un comité de concertation vendredi, sur quelle base nous prenons des décisions, et pour bien montrer qu'entre le volet scientifique et le volet politique, on est complémentaires les uns aux autres, on n'est pas opposés les uns aux autres. C'est ce type de modèle sur lequel se base, par exemple, M. Van den Broek pour expliquer qu'il n'y a rien à attendre avant au moins 3 semaines. Je pense que M. Van den Broek a dit qu'il faut une certaine prudence. Je pense que dans la conférence de presse ici, on a donné toute la transparence par rapport aux données de la situation actuelle et à la base scientifique sur laquelle on se base pour prendre des décisions. Ja. Ja, misschien toch nog eventjes vragen van, als je ziet dat die vaccinatiestrategie zo belangrijk is dat dan frustrerend nu voor u dat dat echt niet sneller kan dan wat dat er nu gebeurt? Want het heeft wel een serieuze impact op de curve. Hoe sneller we kunnen vaccineren, hoe meer de impact daarvan is, dat is duidelijk. Maar we kunnen natuurlijk niet sneller vaccineren dan de vaccins die we binnenkrijgen. Wat de medische wereld doet, is toch iets zeer opmerkelijk. Nu ongeveer een jaar geleden zijn we ons gerealiseerd in welke problemen COVID ons kon brengen. Op een jaar tijd heeft men meerdere werkende vaccins ontwikkeld, getest en nu in productie gebracht van honderden miljoenen terzelfde tijd. Dat het frustrerend is dat er soms vertragingen zijn, ja, maar ik denk dat we ook een beetje begrip moeten hebben voor de onwaarschijnlijke opdracht waarmee de farmaceutische wereld geconfronteerd was. Maar dus, hoe sneller er geproduceerd wordt, hoe sneller we die vaccins kunnen plaatsen. Maar vandaag vaccineren wij aan de snelheid van de productie. Nu, de voorspellingen zijn dat de komende weken het aantal leveringen fors zal opgedreven worden. En dat is natuurlijk een goede zaak. En dat ziet men in die modellen. Hoe sneller er gevaccineerd wordt, ja, hoe kleiner die impact is van als we versoepelingen zouden doen. Misschien nog een kleine vraag ook, maar als ik hoor dat bijvoorbeeld de reizen nu nog niet in de curve of niet in de cijfers meegerekend is, wil dat dan eigenlijk zeggen dat we sowieso die verstrenging aan de grens nog een lange tijd zullen moeten aanhouden? Of, Dat zal besproken worden op het overlegcomité vrijdag, daar kan ik niet op vooruitlopen. Nog vragen? Ja, oui. Le modèle que vous présentez, il est basé sur des chiffres nationaux. Or, on est parfois habitué à recevoir des chiffres au niveau des régions, voire des provinces. Et parfois, après un comité de concertation, certaines entités fédérées annoncent d'autres mesures. Est-ce que par là, il faut comprendre que quoi qu'il arrive, on va partir sur des décisions qui seront tout le temps basées d'un point de vue national? Et puis, autre question, est-ce que ces modèles existent aussi au niveau régional? Je vais laisser les experts s'exprimer par rapport à des potentiels modèles subrégionaux, mais les mesures que nous avons prises, pratiquement tous les comités de concertation récents, étaient des mesures qui s'appliquent à l'entièreté du territoire. Un élément de différence, c'est le timing du couvre-feu, mais je pense que c'est en fait le seul significatif qui a une différence et qui est plutôt une mesure de maintien de mesures que ce soit purement une mesure épidémiologique. Oui. Là, au niveau des modèles ici de prédiction à long terme, on n'a pas encore de modèle fonctionnel qui peut fonctionner pour toutes les régions en même temps, parce qu'il faut s'en rendre compte que c'est des modèles en fait qui sont excessivement complexes, qui prennent des jours à tourner pour donner des résultats et aller dans des multiplier pour avoir au niveau de la région. On risquait aussi d'avoir des modèles qui vous donnent uniquement un résultat dans 3 mois, ce qui ne serait pas tellement intéressant. Par contre, il existe des modèles de prédiction à court terme pour voir l'évolution à 1 ou 2 semaines près, qui eux se basent sur des éléments régionaux et qui peuvent être utiles scientifiquement pour donner une idée de ce qui va se passer. Si je peux compléter, une des choses que j'ai quand même vues dans les mois précédents, c'est que oui, il peut y avoir des éléments régionaux, mais ils ne restent pas très longtemps régionaux. On voit qu'il y a quand même beaucoup de trafic dans un petit pays et que quelque chose qui est dans une région, ça passe très vite de l'autre côté. Dus ik denk dat algemeen genomen er twee boodschappen gegeven zijn. Eén boodschap die aanduidt waarom een zekere voorzichtigheid tijdens de maand maart nodig is
Maar wat niet wil zeggen dat er in maart niets mogelijk is. De tweede boodschap, en die is minstens even belangrijk, ja, die geeft aan dat het moment dat versoepelingen kunnen zonder dat er een derde golf komt, dat moment eigenlijk niet zo ver meer af is als we erin slagen om te kunnen blijven vaccineren. Oui, dernière question alors. Il y a eu une présentation justement de la situation dans nos pays voisins. On a compris qu'on devait s'estimer entre guillemets encore chanceux, mais qu'on voit justement que nos voisins les plus proches sont ceux où la situation a été décrite comme compliquée. Est-ce que c'est aussi alors un plaidoyer pour ne pas rouvrir les frontières et continuer ce découragement des voyages non essentiels jusque le 1er avril? On peut déjà tirer cette conclusion ou pas encore? Non, pas du tout. Ce qui a été présenté, c'est un état des lieux et je pense que de temps en temps, un peu faire un pas en arrière et comparer notre situation à d'autres pays, ça nous aide à mieux estimer dans quelle situation on se trompe. Mais ce qui a été présenté ici n'est pas un précurseur de certaines mesures à prendre ou à ne pas prendre. Merci beaucoup.